Nous sommes vendredi 3 mai 2024. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous nous recevez. Merci une fois encore pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Merci pour vos différents soutiens sur nos différentes pages. Et merci pour les j'aime. J'espère que vous allez continuer davantage par aimer cette émission sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas, nous célébrons la journée de la liberté de presse. La presse, oui. En Afrique et dans le monde, est-elle libre? Chaque jour, presque, des journalistes sont assassinés. Des journalistes perdent leur vie au prix de leur investigation. Au Bénin, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question. La liberté de presse en Afrique et dans le monde. Où en est le Bénin? C'est une interrogation à laquelle mes invités, mes débatteurs, mes analystes politiques vont répondre sur ce plateau dans un court instant. Avant de vous les présenter, nous allons observer une courte pause. Marcel Yeddo est à la réalisation de cette émission. Au son, Alain, Alou, Gérard et bien sûr Emmanuel. Toute l'équipe, toute la crème du son est en place pour la réussite de cette émission. À la diffusion, c'est Martin Toinser. Modeste Roundekmondi, c'est le community manager. C'est grâce à lui que vous nous recevez sur les réseaux sociaux. Mais dans ce studio, pour faire le débat de ce jour exceptionnel pour les journalistes, la journée de la liberté de presse, j'ai invité pour vous, à ma droite, Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonjour, et ça fait longtemps. Bonjour Maurice Lagua, ça fait vraiment longtemps. Bonjour à tous les amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Très occupé dans les voyages, dans les activités, mais bon, vous avez pu vous libérer pour venir dans ce studio aujourd'hui, jour de fête. Exactement, c'est un jour de fête pour les professionnels des médias que nous sommes, jour de presse pour tous les peuples du monde, parce que c'est vrai, on parle de la liberté de presse, mais ça implique également le droit à l'information. Et le droit à l'information est un droit fondamental dans la constitution du Bénin. Et donc, je pense que c'est non seulement la fête des journalistes, c'est le moment pour les journalistes de se poser de vraies questions, de vraies et de bonnes questions sur leurs conditions, sur un certain nombre de choses qui concernent leur métier, accès à l'information, financement des productions, l'entreprise de presse. Il y a quand même certains qui offrent la liberté de la presse, donc il faut quand même que c'est un moment de fête, c'est vrai, mais c'est un moment de grande réflexion sur les enjeux majeurs de la presse dans notre pays. Je vous poserai les questions sur les enjeux majeurs et vous apporterez vos réponses. Prêtes à porter. Merci. À ma gauche, c'est Stéphane Arinhossou. Stéphane Arinhossou, bonjour. Maurice, bonjour. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de UDN TV, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes analyste politique, vous êtes également rédacteur en chef de l'autre vision. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir d'être en plateau avec vous. Je rappelle que Sergino Lokossou est journaliste au quotidien Le Matinal. Je confirme. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, voilà le décor planté. Nous allons donc aller dans le vif du sujet aujourd'hui. Et donc, nous parlons de la liberté de presse en Afrique et dans le monde. Où en est le Bénin? Sergino Lokossou, déjà aujourd'hui, le thème est lié à l'environnement. On constate donc que c'est une nécessité pour le journaliste de se spécialiser. Oui, c'est une nécessité pour le journaliste de se spécialiser parce que la spécialisation, ça permet quand même aux journalistes de ne plus patauger dans n'importe où et n'importe comment. Ça permet aux journalistes d'avoir des ressources qu'il faut et de se concentrer sur un secteur de données. Parce que quand vous prenez les journalistes qui sont des spécialistes en environnement, vous allez voir, qui traitent des sujets liés à l'environnement. Et je pense que le thème de cette année, j'interroge d'abord
sur le thème. À l'aune de ce thème, j'interroge l'action quotidienne des journalistes. Le thème est intitulé La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Exactement, et c'est pourquoi je dis, j'interroge l'action quotidienne des professionnels des médias qui sont appelés dans le but de divulguer des informations liées à l'environnement, liées à des recherches qui se font dans l'environnement et maintenant des solutions également scientifiques et qui sont apportées aux enjeux environnementaux que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, on nous parle de beaucoup d'enjeux environnementaux, on nous parle de la dégradation, on nous parle de l'érosion, on nous parle de changement climatique. Il y a quand même un certain nombre de thématiques qui sont développées aujourd'hui. Est-ce que, en dehors du journaliste qui s'est spécialisé sur les questions environnementales, est-ce que le journaliste, quand on prend le journaliste, est-ce qu'il a quand même des notions sur ça? Est-ce qu'il peut aborder ces sujets-là? Parce que c'est des thématiques, quand vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas informer. Donc, il faut maîtriser pour informer. Et donc, ce thème nous appelle à la spécialisation, appelle à renforcer déjà les journalistes qui existent. Ils ne sont pas nombreux, qui se sont spécialisés dans les questions environnementales. Et donc, je pense que c'est l'action quotidienne de tout un chacun de nous qui peut permettre à ce qu'il y ait un changement, à ce qu'il y ait une protection, on va dire, de l'environnement. Parce que les acteurs politiques, les autorités des différents pays du monde essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est à nous de relayer. Quand il y a des difficultés, quand il y a des sujets importants liés au changement climatique, ça revient aux journalistes d'informer le peuple là-dessus, d'apporter la lumière qu'il faut et parfois de formuler des recommandations pour que les autorités puissent prendre ces recommandations et trouver des solutions qu'il faut. Mais quand on parle des enjeux environnementaux, c'est vrai que la planète aujourd'hui est confrontée à beaucoup de difficultés sur le plan environnemental et les nations du monde ne peuvent plus lutter, ne peuvent plus faire face à ces enjeux seuls. Et donc il faut qu'il y ait quand même une synergie d'action au niveau de tous les États, de toutes les nations du monde pour que ces enjeux puissent trouver des solutions. Parce que quand vous entendez, l'Afrique en général n'est pas forcément le meilleur producteur de gaz à effet de serre. Ça quitte les autres pays, les pays industrialisés, fortement industrialisés. Et donc, il faut trouver les formules, il faut trouver le mélange, le truc là qu'il faut pour quand même essayer de trouver des solutions à ces questions. Maintenant, pour revenir un peu au rôle du journaliste, le journaliste a un rôle très important à jouer. Oui, c'est vrai qu'il faut des productions. C'est vrai qu'on tape souvent les journalistes de ne pas produire. Il faut produire, mais pour produire, il faut des moyens. Et donc, ça revient également à ce qu'il faut l'accompagnement, il faut que les journalistes soient accompagnés. C'est vrai que les gens, la plupart, tassent les journalistes de ne pas produire, mais produire, ça implique beaucoup de coûts. Produire, ça implique du temps, ça implique également des ressources. Produire également, il faut avoir les sources d'information pour produire. Est-ce qu'en l'État, si je prends l'exemple du Bénin, est-ce que l'accès aux sources d'information est facile chez nous au Bénin? Je ne crois pas. Et vous l'avez, j'ai suivi un de vos débats ce matin, et vous avez parlé de l'accès à l'information, aux sources d'information. C'est difficile aujourd'hui. Et pour avoir les sources d'information, soit vous êtes ami à l'autorité, soit vous êtes... Parce que les gens vont jusqu'à vous dire que je ne te connais pas, je ne vais pas te donner l'information. Alors que c'est un droit fondamental. Le journaliste, c'est son métier, c'est d'aller à la quête de l'information. Et pour avoir l'information, il faut aller vers des sources. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des sources? Et nous tablons sur des rumeurs. Nous faisons, quelqu'un l'a dit, nous faisons un journalisme de dénonciation. C'est quand il y a quelque chose que tu vois le journaliste, on dénonce. Mais en réalité, au-delà de cette dénonciation, est-ce qu'on nous permet de faire des travaux de recherche, des investigations pour aller vraiment au-delà de ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je donne un exemple à tout hasard, le potentiel, par exemple, qui a parlé de la GIZ, de ce qu'il y a eu harcèlement, de ce qu'il y a un certain nombre de choses là-bas. Mais c'est de l'investigation. C'est vrai que c'est ce qui est recommandé, mais allez voir tout ce que le potentiel a engrangé avant d'avoir ces informations. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Le potentiel l'a fait. Le potentiel l'a toujours fait. Mais on peut le faire. Est-ce qu'on a accès aux sources d'information? Je pense que c'est capital. D'abord, les sources d'information, c'est d'abord sur le plan national et après au plan international. Donc, il y a quand même pour cette liberté de presse, ce n'est pas seulement les conditions de journaliste, on va revenir là-dessus, mais il y a l'accès aux sources d'information qui est capital. Parce que sans ça, tu n'es pas journaliste. Quand tu n'as pas l'information, comment tu peux informer? Il faut avoir l'information, informer, et maintenant tu mets
ton rôle de journaliste. Le journal a un rôle social. Ce n'est pas tout ce que le journal reçoit qu'il met ça sur la place publique. Il faut trier, il faut faire le tri, il faut faire la collecte, il faut faire la sélection, il faut voir ce qu'il faut publier, ce qu'il ne faut pas publier. Et donc, je pense que fondamentalement, quand même, on essaie de faire ce que nous pouvons avec les moyens de bord. Maintenant, sur la liberté de la presse, on va revenir là-dessus. Revenir sur la liberté de presse, oui, puisque vous en parlez, on va y revenir. Je vais me tourner vers Stéphane. 1700 journalistes tués dans le monde en 20 ans, selon RSF, Reporters sans frontières. 45 journalistes tués en 2023. Êtes-vous fier d'être journaliste? Merci Mauril et merci pour cette question. En cette journée où nous célébrons la liberté de la presse, nous journalistes, nous célébrons la liberté de la presse, on ne saurait faire cette émission sans rendre un hommage à nos confrères disparus qui nous ont laissé la plume, les micros, etc. On peut citer quelques-uns. Je pense à Vincent Folly, par exemple. Vincent Folly, Annick Ballet. Donc, sont un certain nombre. Jérôme Carlos, le DP du Grand Matin. De Radio Planète. Radio Planète, etc. Donc, ils sont un certain nombre. C'est le lieu de leur rendre hommage. Le journaliste de la Croix aussi qui nous a quittés récemment. Exactement. Le rédacteur en chef du Croix. Absolument. Oui, c'est ça. Et réitérer nos condoléances à leur famille. Okay. Et également une consoeur qui est décédée du fait d'un accouchement l'année dernière, du fait, je vais dire, du fait d'un piqueur sauvage qui n'a pas pu prendre la décision qu'il faut attendre. Et puis elle est partie. Elle est très jeune, j'ai oublié son nom, mais paix à son âme également. Paix à son âme également. Donc, à Porto Novo, ça s'est passé après. Il y a certains qui sont partis dans certaines conditions, d'autres qui sont partis par manque de moyens, etc. Et ça me permet de rallier la question que tu as posée. Est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis fier d'être journaliste? Je pense que je vais oser répondre par l'affirmatif pour dire que j'en suis fier. Pourquoi vous osez? Oui, j'ose parce que je le dis avec pincement au cœur. Avec pincement au cœur, mais je ne peux pas me refuser d'admettre un certain nombre de réalités. C'est pourquoi je dis que je suis fier d'être journaliste, même s'il y a des choses à parfaire. Je suis fier d'être journaliste et quand on entend les chiffres que tu viens d'évoquer tout à l'heure, on a de quoi dire que le métier du journalisme dans le monde aujourd'hui est un métier à risque. Et le journaliste est celui qui est le plus exposé. C'est le journaliste dans l'exercice des prérogatives qui lui reviennent. C'est celui qu'on redoute le plus. C'est pour cela d'ailleurs que les pouvoirs ont toujours tendance à restreindre le champ de liberté qui devrait être concédé aux journalistes. Donc, journée mondiale de la liberté de presse, c'est bien. Au-delà de l'aspect festif, ça doit être un grand moment de réflexion sur les enjeux comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je voudrais en profiter en même temps pour rebondir sur la question de la spécialisation. Le confrère parlait tout à l'heure de l'accès aux sources d'information. Oui. Je voudrais également compléter qu'il y a aujourd'hui une question fondamentale qui se pose. C'est la question de la crédibilité du journaliste ou de l'acceptation de journaliste. L'acceptation. Parce que parfois, on a comme l'impression que dès lors que tu dis que tu es journaliste, on a du mal à accepter qui tu es. On te ferme automatiquement les portes, les cœurs et tout. Donc, il y a un problème. Les cœurs aussi. Oui, les cœurs aussi, parce qu'il faut avoir le cœur ouvert. Vous voudriez ouvrir les cœurs. Absolument, absolument. Donc, il y a les cœurs qui sont fermés, il y a les sources d'informations qui sont fermées, il y a les portes qui sont également fermées. Donc, il y a la question de l'acceptation du journaliste, la question de la crédibilité du journaliste. On va revenir à ça. Il y a également la question de la formation
la question de la formation. Parce que pour mieux informer, il faut être formé, il faut être suffisamment formé soi-même. Donc, si tu n'as pas la formation requise, tu ne peux pas te targuer d'être un journaliste spécialisé. Donc, la spécialisation passe par la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les organisations fêtières font la promotion de la formation des journalistes? La HAC d'abord. La HAC, bien évidemment. En une année, quelles sont les chances ou les opportunités de formation que la HAC offre, que les organisations fêtières offrent? Et quelle est la marge de journalistes qui en bénéficient aujourd'hui? Quel est le répertoire ou le format de spécialité que nous avons dans le domaine du journalisme au Bénin? Il y a ce souci-là qu'il faut régler, parce que quand on dit spécialisation, il faudrait qu'on sache vers quel domaine nous voulons nous spécialiser. Allez, d'accord? Donc, il y a cette question qu'il faut régler. Donc, c'est un ensemble d'enjeux aujourd'hui sur lesquels on est obligé de réfléchir si nous voulons avoir une presse fondamentalement libre et entièrement responsable. Vous avez évoqué plusieurs aspects, la formation, la crédibilité, la spécialisation, tout ce que vous avez évoqué sont importants dans la vie d'un journaliste. C'est Gino Lokossou. Oui. Au Bénin, ça fait plusieurs années que vous exercez déjà ce métier. Vous voyez vos confrères exercer ce métier sur les chaînes internationales. Vous les lisez dans leurs journaux, Le Monde, Le Figaro, Paris Match, que vais-je citer encore, Walf Fadjiri, c'est quoi, non? Du côté du Sénégal. Voilà. Il y a le pays. Du côté du Togo, vous en connaissez? Il y a Togo Info, Togo News, voilà. Il y a beaucoup de Alors, médias. vous lisez ces journalistes-là et tout, mais Stéphane a parlé d'un aspect, la place que l'on accorde aux journalistes béninois. Il s'est fait que des années peut-être ont montré que le journaliste, c'est celui-là qui court derrière les hommes politiques, qui raquette. Il faut utiliser les mots, hein, qui raquette les ministres, qui raquette les hommes politiques, qui raquette certaines classes. Et donc, cette image-là est restée. Même si aujourd'hui, il y a des jeunes journalistes compétents, je ne vous jette pas des fleurs, qui n'ont pas été, comment je vais dire, à qui l'on n'a pas inoculé le virus du raquettage. Je comprends votre indignation. Quel est votre état d'âme par rapport à déjà l'image là que certains ont des journalistes? Je vais embrayer sur ce qu'a dit le confrère pour dire que au-delà de tout, il y a la perception que le peuple béninois a des journalistes. Moi, je l'ai dit à un candidat à la HAC lors de la mandature passée, je lui ai dit que je veux quitter le pays pour aller exercer le métier ailleurs. Il m'a dit non, de ne pas quitter, que de rester. Parce que je me disais que, pas que le secteur est pourri, non. Il y a des têtes pensantes. Il y a du bon dans la presse béninoise. Et il y a des journalistes compétents dans la presse béninoise. Le fait que vous évoquez, je crois que ça n'est pas imputable à ces aînés entre griffes. C'est que c'est le système qui était en place qui était comme ça. Parce que je dis aujourd'hui, quand vous prenez une gouvernance, la gouvernance à la presse, qu'elle mérite en fait. Oui, exactement. Une démocratie à la presse qu'elle mérite. Et n'oubliez pas que nous sommes le quatrième pouvoir. On nous chante ça. Est-ce que véritablement nous sommes le quatrième pouvoir? Pour vous dire quoi? Le comportement ou les comportements adoptés par des journalistes à un moment donné dépend parfois des acteurs politiques. Aujourd'hui, et quand je ne trahis aucun secret, des aînés, moi, m'ont dit que c'est quand les hommes politiques ont besoin de toi que tu es important. Une fois que les enjeux électoraux sont passés, tu n'es plus important. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que de ne pas exercer le métier pour forcément les acteurs politiques. Tu es journaliste, tu l'es quand il y a des élections, tu l'es après les élections, avant, pendant et après les élections. Je veux dire quoi par là? Ça dépend
des regards que les acteurs politiques, notamment l'exécutif, on va dire ça comme ça, parce que la HAC que vous soulignez, c'est une institution constitutionnelle, c'est inscrit dans la constitution de notre pays. Donc, c'est une institution, la HAC, et donc la HAC est là pour réguler les acteurs des médias, ces comportements. Et quand vous le faites, moi, j'ai parfois pitié pour les patrons de presse parce qu'il y a des charges. Aujourd'hui, quand les journalistes incriminent le patron, ils disent non, mais le patron, il a créé une entreprise. Il veut faire des profits. Mais c'est par rapport à ce qu'il gagne qu'il peut te payer tout ton salaire à la fin du mois. C'est vrai qu'on nous parle de convention collective. Quelle est la facilité qu'on fait aux médias aujourd'hui, je parle des médias privés, du secteur privé, pour que ces médias puissent respecter la convention collective? Quel est l'avantage qu'on offre à ces nouveaux médias qui sont créés aujourd'hui? Est-ce que l'État permet l'aide de l'État à la presse? C'est vrai que supprimé. Enfin, ce n'est pas acté. Il y a quand même des réformes qui ont été annoncées. Il n'y a que sur le bureau. Depuis combien d'années? Sur le bureau du chef de l'État, un rapport a été déposé parce qu'il voulait réformer la presse. Après 8 ans, on voit un peu le bilan. On sait qu'il y a quand même des progrès qui ont été réalisés. Mais notamment, il y a quand même des goulots d'étranglement qui sont observés. Il y a des difficultés. Et aujourd'hui, disons-nous la vérité. Nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. Le misérabilisme des journalistes est ambiant. Ça, il faut l'avouer. Dans le secteur privé, enfin, je parle des médias du secteur privé. Sans parler des arrivistes. Exactement. Non, je ne parle pas. Je parle des journalistes. Je ne parle pas des arrivistes. Je ne parle pas de ceux-là qui ont échoué parce qu'ils ils sont venus dans le métier. On les voit sur les lieux. J'espère que vous parlerez d'eux également. Parlons des journalistes. Ils viennent parce qu'on dit, bon, le secteur est ouvert, tout le monde peut être journaliste, et puis vous les voyez sur le terrain de reportage, ils se courent derrière. Non, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux-là qui font. Je parle des journalistes qui font des productions de qualité. Vous connaissez l'expression fétiche. Les journalistes vous saluent. L'autorité, les journalistes vous saluent. J'étais dans un média récent, média, on les appelait les chefs d'interview. À chaque fois. Même s'ils sont dans la salle et le monsieur a présenté tout le discours où il a détaillé tout, on dit on va faire interview. Je ne sais pas, je ne connais pas ce genre ce genre journalistique, mais je dis que dans le métier, c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai que il y a à un moment donné, peut-être que nous sommes mal comportés parce que la presse, elle est une, je dis ça comme ça, je me permets de le dire. Et donc, il y a des difficultés. Cette difficulté, c'est qu'il n'y a pas un meilleur accompagnement. L'aide de l'État à la presse, depuis des années, il n'y a plus d'aide de l'État à la presse. Aujourd'hui, on n'a pas assez aux sources d'information. Et donc, je dis, quel est le rapport aujourd'hui de la presse avec les acteurs politiques? On nous a ventilé dans ce pays que la HAC sera gérée par les journalistes. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et on comprend, c'est une institution de la République. Est-ce que les gouvernants vont laisser cette institution aux mains des journalistes? Je ne sais pas. Mais ce qui a lieu de dire, c'est qu'il y a des difficultés dans le secteur des médias. Il y a des difficultés en ce qui concerne les sources d'information, en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne même le fait d'avoir un média et de gérer le média. Il n'y a pas de publicité pour les médias. Et vous allez voir, les associations fêtières font de ces problèmes des séminaires où ils demandent au gouvernement, ils font des rapports et tout. Donc je pense aujourd'hui que c'est vrai, à un moment donné, la presse ne s'est pas bien comportée, mais aujourd'hui quand même, il faut dire qu'il y a de l'espoir, il y a des journalistes compétents, il y a des médias qui font du bon travail. Quand il y a des journaux de la place, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais quand vous avez envie d'aller lire ces journaux-là, oui, c'est vrai, parce qu'il y a des productions de qualité. Quelques-uns. Bah, écoutez, vous le permettez, parce que vous n'aurez pas encore la chance de faire l'émission demain. Mais je ne citez pas. Je cite le matinal, par exemple. Évidemment, c'est le seul que je cite l'autre vision. L'autre vision, par exemple. Le matinal, aujourd'hui, c'est un journal qui fait quand même du beau. Vous-même, quand vous prenez notre La Nation. Vous me l'avez dit. Oui, la Nation. Je parle du secteur privé. La Nation, c'est que c'est le secteur public, on sait un peu comment ça fonctionne. Tout n'est pas rose aussi. Hein, oui, évidemment, mais je dis, il y a des médias qui font du bon travail, qui sont encore là et qui est en train d'exercer et qui présentent aux lecteurs de vraies informations, des informations vérifiées, pas des informations fabriquées sur n'importe quelle personnalité du pays. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les médias souffrent. Et quand les médias souffrent, les acteurs des médias aussi souffrent et sont essoufflés. Les acteurs des médias aussi souffrent. Mais je crois qu'il y a de l'espoir. Le chef de l'État, il va faire quelque chose. Ce n'est pas encore fini. On a 2 ans encore. On va espérer. Parce que la presse aujourd'hui a besoin d'une bouffée d'oxygène. Et cette bouffée d'oxygène viendra
peut-être du chef de l'État, parce qu'on nous dit de nous organiser. Je pense qu'au sein des médias sérieux de la place, il y a quand même un travail qui se fait. Au sein de ces rédactions-là, il y a du sérieux qui se fait. Mais maintenant, il faut quand même essayer, parce que on ne peut pas faire ça seul. Il faut l'accompagnement de l'État. Nous sommes dans un État. Les décideurs politiques doivent jouer leur part dans cette marche d'assainissement du métier. Parce qu'il faut assainir le métier, il faut redorer le blason de la presse. Parce que ce qu'il avait souligné, c'est très important. Quelle est la perception qu'on a des journalistes? Vous avez su des terrains de reportage, vous dites que vous êtes journaliste et on vous regarde d'un air bizarre, comme si vous êtes les diminués de la société. Comme si vous êtes les mendiants. Vous êtes les mendiants. On vous regarde du haut. Justement, on vous regarde du haut, on vous regarde comme si vous êtes des sous-fifres ou bien des gens qui sont tombés comme ça. C'est comme si le métier n'existe pas au Bénin. Donc, je pense qu'il faut quand même que la perception change et ça va passer par nous-mêmes, et ça va passer par ce que nous faisons. Mais il y a quand même que certains ont compris qu'il y a de vrais journalistes dans le pays, il y a de vrais journaux dans le pays qui font leur travail de fouille, d'investigation. Il y a des journalistes qui sont encore compétents et qui, malgré que les conditions ont changé, malgré la souffrance, continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette République. Parce qu'au-delà de tout, moi je le dis, je suis béninois, de père et de mère, je n'ai pas une autre nationalité. Et donc, ce que je fais au quotidien en tant que journaliste, je dois travailler au développement de ce pays-là. Et je le fais dans mes productions, je le fais dans tout ce que je fais. Et je suis dans une rédaction où c'est le même maître mot, c'est de travailler au développement de ce pays, c'est de travailler pour montrer qu'il y a encore de l'espoir dans ce métier. Il y a quand même des journalistes de qualité qui sont prêts à faire le métier et qui voudraient que ça change. Et ça va changer par la HAC et que la HAC ne soit plus cette épée ou la manche de l'épée de Damoclès qui plane sur les médias au Bénin et que la HAC puisse jouer véritablement son rôle. C'est vrai que c'est une institution de la République, c'est vrai que le président il a été choisi par le chef de l'État et lui, il doit tout ce qu'il fait peut-être au chef de l'État à qui il rend compte. Mais je pense qu'il y a de l'espoir et que cette DRAC-là puisse véritablement faire les choses parce que de plus en plus, on entend des confrères s'indigner du fonctionnement actuel de cette institution qui est quand même une institution de la République. Je pense que le président de la DRAC est en train de nous suivre peut-être. Il a encore quelques mois à passer. Je pense que rien n'est perdu encore. Il y a de l'espoir. Il peut encore refaire les choses autrement. Il peut encore donner, il peut inscrire son nom autrement dans l'histoire de cette institution parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des récriminations, il y a des désapprobations par rapport à certaines décisions de la HAC. C'est vrai que la HAC est une institution, c'est vrai que ce sont des hommes qui sont dedans et aucune œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a qu'il faut améliorer un certain nombre de choses et on garde espoir que ça va changer et que ce métier c'est un noble métier, en tout cas, c'est un métier noble. On espère que d'ici à là, le blason sera redoré et qu'on sera plus fiers de brandir notre carte de presse, de dire que nous sommes journalistes. Stéphane, lorsque vous allez à l'extérieur, on vous dresse le tapis rouge et chez vous, comme on le dit, vous n'êtes pas prophète, on n'est pas prophète chez soi, mais on est mieux considéré par les autres que par les gens de chez nous. Comment en est-on arrivé là? Oui, la raison, en fait, les raisons sont toutes simples. Je pense qu'il en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Je voudrais quand même revenir sur d'autres. Vous savez, on ne peut pas de façon péremptoire dire aujourd'hui que tout va mal dans la presse. Tout ne va pas mal, hein. Il y a des aspects qui sont quand même à saluer. Sauf que, voyez-vous, il faut un minimum de mieux-être pour être vertueux. C'est-à-dire que celui qui a fait n'a pas la même réalité que celui qui n'a pas fait. Et aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a eu une forme de clochardisation avérée de la presse. Il y a des paradigmes qui ont été posés, mais qui n'ont pas été respectés. Vous voyez, la question de la convention collective. Aujourd'hui, quels sont ces organes de presse qui payent régulièrement leurs journalistes sur la base de la convention collective. Alors, étant entendu même que la convention collective, si on doit la réactualiser, est aujourd'hui dépassée. Désuète. Donc, si le journaliste n'est pas bien traité,
financièrement, on ne peut pas attendre de lui une certaine posture. Donc, s'il ne peut pas avoir cette posture à l'extérieur, c'est que forcément, il y a un regard qu'on aura sur lui qui ne serait pas du tout un regard bienséant. Et c'est le traitement financier que subit le journaliste qui a induit fondamentalement toutes ces situations à laquelle nous assistons aujourd'hui, que j'ai appelé tout à l'heure la clochardisation de la presse. Puisqu'il est obligé de faire la coubette pour pouvoir joindre les deux bouts. Voilà, il est obligé de faire la coubette, il est obligé de faire le salam alek, il est obligé de taper la porte aux politiciens, il est obligé de faire des interviews improvisées parce qu'il ne peut pas aller à la rédaction et faire une production de bonne facture tout en ayant le ventre creux. Donc, vous voyez que c'est une réalité malheureuse, mais c'est une réalité qui se vit. Vous voyez, un journaliste, vous ne pouvez pas exiger une certaine forme d'objectivité de lui, alors que le gars a ses enfants à l'hôpital, il ne sait pas comment il va pouvoir assurer les frais de médication de ses enfants. Quand quelqu'un va l'appeler en ce moment précis et lui promettre un petit 50 000 francs, il serait inspiré à bloc et va faire une production totalement aux antipodes de ses propres convictions. Donc ça, c'est des réalités économiques qui induisent aujourd'hui un certain manque de professionnels qui ne sont pas forcément imputables aux journalistes, qui ne sont pas forcément imputables aux journalistes et qui ne sont pas d'ailleurs imputables aux patrons de presse. Parce qu'aujourd'hui, la question de la régie publicitaire, si aujourd'hui les organes privés n'ont pas la possibilité d'avoir la même chance sur le marché publicitaire, ils vont trouver les ressources pour pouvoir payer sereinement leurs journalistes. Donc ça, c'est des questions de base. C'est des questions de base qu'il faut pouvoir régler. Qui va les régler? Et c'est justement l'État. Il y a des réformes. Entre-temps, la HAC a suggéré qu'on fasse un certain nombre de propositions sur ces différentes plateformes et que des propositions seraient faites au gouvernement. À l'heure actuelle, où en sommes-nous? Jusque-là, aucune communication n'a été faite par la HAC sur là où on en est par rapport... Il paraît que le rapport est sur la table du chef d'État, non? Bon, maintenant, est-ce qu'il y a eu de pourparlers avec les organisations fêtières qui soient en mesure de faire le retour aux professionnels des médias, aux patrons de presse, pour qu'on puisse dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont sur la table, puisqu'il ne faudrait pas que ces réformes-là nous reviennent et qu'on en soit étonné, et que ça ne nous profite pas. Si on veut faire des réformes à l'endroit des professionnels des médias, il faut que les professionnels des médias soient suffisamment informés par rapport à ces réformes. Donc, une réforme... Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'aucune communication n'a été faite. Donc, s'il y a des réformes qui sont sur la table du chef de l'État, dont on n'est pas informé, ou il n'y a pas eu de communication sur ces sujets. On veut faire votre bien sans vous consulter. On veut faire votre mal sans vous consulter. Et malheureusement, votre malheur. Les mêmes causes finiront par engendrer les mêmes effets. Et c'est ce que nous ne souhaiterions pas. Il faudrait qu'il y ait d'échanges entre la HAC et les professionnels des médias. Le seul bouclier que le professionnel des médias a aujourd'hui, c'est la HAC. C'est notre paravent. Et s'il n'y a pas une communication qui est établie, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous sommes en train de décrier par rapport au fonctionnement de la HAC. La HAC ne doit pas être une porte fermée aux professionnels des médias. C'est notre refuge. Et non un bourreau. Et non un bourreau. C'est notre refuge. Quand on court, c'est là où on doit se réfugier. La HAC doit être celle qui nous protège. Si on est menacé, si on se sent menacé, ou si on a l'impression d'être menacé par celle qui devrait nous protéger, c'est qu'il y a un problème de fond. Donc il doit y avoir une sorte d'interface entre la HAC et les professionnels des médias et les patrons et les patrons de presse pour que les problèmes que nous vivons soient mis sur la table et que les solutions soient ensemble trouvées, que les réformes soient connues de tous, que les réformes soient partagées par tous, que les réformes soient acceptées par tous, que les réformes soient portées par tous. Et donc aujourd'hui, la presse, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la liberté de la presse, au-delà, n'est-ce pas, donc de ces questions, il est important également de faire des points
de faire des points pour voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la raison de cette émission. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait être heureux de ne pas avoir des confrères qui soient en prison parce qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, etc., etc. On a eu vent que des confrères ont été enfermés pour des raisons ou une autre. On ne sait pas si c'est dans le cadre professionnel ou dans d'autres dans d'autres cadres, mais c'est déjà heureux que des confrères ne soient pas en prison parce qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même eu des interpellations. Il y a quand même eu des interpellations. Et aujourd'hui, l'épée de Damoclès qui pèse sur les professionnels des médias aujourd'hui, c'est de savoir lequel des codes on applique aux professionnels des médias. Est-ce le code sur le numérique ou le code sur l'information? Est-ce que c'est le code là qu'on nous applique? Parce que ce problème n'est pas réglé depuis. Ce problème n'est pas réglé depuis. Si moi, je sors ma titraille aujourd'hui, et que je mets ça sur ma page Facebook, on ne me considère plus comme journaliste, on me considère comme un cuisard. C'est un problème. C'est un problème qu'il faut régler. Ah oui. C'est un problème qu'il faut régler. Le journaliste doit être sécurisé dans l'exercice, n'est-ce pas, donc, de sa fonction. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de liberté sans responsabilité. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'en profite pour interpeller la responsabilité de tout un chacun de nous. Que nous prenions les gants nécessaires pour dire ce que nous avons dit, pour écrire ce que nous avons dit, que nous ayons suffisamment de sources crédibles, qu'on n'affirme pas sur la base de rumeurs, que nos sources soient vérifiées. Le journaliste ne publie rien qu'il ne soit vérifié. Ça, les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Donc, je pense que tout ça, là, on doit pouvoir les respecter pour éviter de donner d'opportunités à ceux qui cherchent la moindre erreur pour nous foutre en prison. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la moindre erreur pour foutre les journalistes en prison. Et par rapport à ça, nous devons pouvoir faire notre métier en toute responsabilité. Parce que pour que le journaliste soit respecté aujourd'hui, c'est la mesure qu'il prend par rapport à la responsabilité qui lui incombe dans les productions. Parce qu'un journaliste, c'est une bombe. Un journaliste, c'est une bombe. Il peut éclater à tout moment. Une seule information peut mettre un pays à genoux. Et c'est conscient de ça que les politiques font tout. Ce n'est pas le propre du Bénin. C'est partout ailleurs, les politiques ont toujours eu cette tendance à avoir la même mise, n'est-ce pas, donc sur le journaliste, parce qu'il sait ce dont le journaliste est capable. Mais malheureusement, nous ne mesurons pas toujours ce dont nous sommes capables au Bénin et nous nous laissons vendre moins cher. Alors, Sergino Lokossou, lorsqu'on regarde en Afrique, dans le monde, quelles statistiques peut-on faire aujourd'hui par rapport au classement RSF? Statistique, je pense que c'est la Norvège qui a occupé pour la 8e fois consécutive la première place. Et donc ça montre qu'il y a la liberté de presse dans ce pays-là. Et c'est ce que peut dire les pays africains. Vous avez dit que vous aviez envie de voyager. Vous pouvez aller en Norvège alors? Non, pas forcément en Norvège. Quand je dis j'ai envie d'aller exercer dans un autre pays, c'est pas forcément la Norvège qui est mon pays de rêve ou de destination pour aller acquérir de l'expérience. C'est vrai qu'au-delà de l'Afrique, il faut aller voir comment ça se passe comment ça se passe ailleurs, parce que quoi qu'on dise, nous avons calqué le modèle français, par exemple, la Constitution, la presse, il y a un certain nombre d'institutions, et c'est calqué sur le modèle français, c'est normal, c'est notre colonisateur. Et donc, je pense que aujourd'hui, c'est la Norvège qui occupe la première place, et c'est la 8e fois consécutive qu'elle occupe cette place. Ça veut dire qu'il y a la liberté de presse, d'information dans ce pays-là. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que les autres pays africains, y compris le nôtre, puissent arriver à ce niveau-là, que les conditions soient... Demain n'est pas la veille, oui, mais on garde espoir. Demain n'est pas la veille, mais on garde espoir. Moi, je cours en ce métier, en tout cas. Et je suis de ceux qui pensent que même si tout le monde perd espoir, moi j'ai espoir en ce métier, je sais que ça va changer, j'ai espoir en ce que je fais au quotidien, je le fais avec passion. Et moi, je le dis à ceux qui veulent l'entendre, moi j'ai eu la chance
au-delà du Bénin, des acteurs que je reçois au Bénin pour mes productions, moi j'ai eu la chance de recevoir en interview le doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Quand il a été élu nouvellement, il était venu sur le campus, je l'ai approché pour dire « Ah, je vais vous prendre en interview par rapport. » Il dit « Non, je n'ai pas encore donné d'interview au Sénégal, les médias sénégalais seront jaloux, ils vont se fâcher contre moi, laisse-moi aller au Sénégal et là tu vas m'envoyer le questionnaire. » Mais j'ai fait un travail de recherche sur lui. Je lui ai envoyé le questionnaire, il a dit que c'est loin des platitudes habituelles que les journalistes d'autres pays ont l'habitude de m'envoyer comme questionnaire. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que le journaliste doit s'informer, doit quand même essayer de fouiller sur des acteurs que vous voulez interviewer. Donc bref, je ne veux pas apprendre le métier à qui que ce soit. Chacun sait comment il est rentré dans le métier, chacun sait comment, pourquoi il est rentré dans ce métier-là. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est vrai, on veut la liberté de la presse et comme le confrère l'a rappelé, il faut quand même que nous-mêmes, nous puissions agir, parce que le changement doit venir par nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est vrai qu'on reproche aux gouvernants, c'est un instrument politique aux mains des gouvernants, la HAC, on reproche un certain nombre de choses. Est-ce qu'au plan individuel, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons en tant qu'acteurs des médias pour changer pour redorer le blason de notre profession, à défaut de mettre en place des changements importants, il faut dire que par nos productions et que les gens savent que mais il y a des journalistes de qualité dans ce pays, il y a des journalistes qui font leur métier comme cela se doit. Et donc je pense que c'est à ce prix-là qu'on pourra gagner. Maintenant, l'autre chose, c'est vrai que cette célébration, ça intervient à un moment où... Dans un contexte où on va en élection, en ce qui concerne... les représentants des médias à la HAC, dans cette institution. C'est vrai que... Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos? Moi, je pense que vous allez m'excuser de le dire ça comme ça. Je pense que c'est une prime à la carrière de ces journalistes qui vont à la HAC. Qui aspirent à aller à la HAC parce que vous allez voir, c'est une élection. C'est comme des campagnes pour des élections législatives ou présidentielles. Et donc, oui, et la plupart n'ont rien fait pour les professionnels des médias, je l'affirme comme ça, et ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ils n'auront pas. Tant que cette configuration va exister, tant que la HAC, c'est vrai que sera un instrument aux mains des acteurs politiques, les confrères ou les représentants des médias ne pourront rien faire. Donc, je pense que c'est une prime à leur carrière parce qu'ils ont des véhicules, ils ont une prime, ils ont un salaire mirobolant qu'ils ne peuvent jamais gagner dans la corporation. Enfin, même s'ils travaillent dans un média du gouvernement ou dans un média public, ils ne peuvent pas gagner ce qu'on leur donne à la fin du mois. Ils ont une voiture à leur disposition, ils ont des primes de session et tout et tout. Donc je pense que c'est une prime à la carrière parce qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Mais on ne va pas désespérer, on va garder espoir, on va les envoyer et puis bon, on verra s'ils peuvent... Votre tour viendra. Seul Dieu le sait. Si j'irai à la HAC ou je vais... Mais moi, c'est pas forcément ça qui compte. C'est de bien exercer le métier, de vivre de mon métier, donner à manger à mes enfants, à ma femme, de ce métier que je fais. Les autres, aller à la HAC fait partie... Non, ça fait partie de ce métier. C'est la concrétisation des efforts consentis. Non, pas forcément. Pas forcément. Les efforts consentis peuvent être concrétisés autrement, pas forcément aller à la HAC. Ça peut venir, on est aujourd'hui... Bon, d'accord, c'est la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui y vont pour le moment, c'est ce que j'observe, que je dis. C'est quand même, c'est important ce qu'ils gagnent là-bas. C'est important les avantages que nous voyons. On n'aura pas, tu n'as pas ces avantages ici à IDTV. On ne t'a pas donné une voiture. À ce que je sache, tu n'as pas un salaire de millions. Je suis le DG. Non, je ne sais pas. Même le DG, je ne sais pas si on lui a donné des voitures, je ne sais pas s'il gagne ce que les conseillers de la HAC gagnent, je ne sais pas s'ils gagnent ça. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Peut-être que le DG peut avoir, mais ce n'est pas comparable à l'avantage que les professionnels des médias ont à la HAC. On va le souhaiter bonne chance. Stéphane, oui, brûle d'envie. Oui, je voudrais évoquer rapidement. Il ne nous reste que 8 minutes. Hein. Très bien. Et après, il a cité le cas, le truc là. Je voudrais évoquer que ces 3 dernières années, le Bénin, en 2021, a été 114e. A été 114e. En 2022, il a été 121e. Sur combien? Les pays africains. Oui. Oui, les pays du monde. Les pays du monde. 114e. 114e après 121e.
L'année passée, 112e. Donc, 112e. On progresse. On progresse. Cette année, ce n'est pas encore sorti. Je pense que ça doit être 89e. 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 Oui, donc, je pense que... En 2020. Oui, si mes recherches sont vraiment... Ok, donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut déjà s'en féliciter au regard du travail qui précède ces résultats qui sont fournis. Sauf erreur de ma part, Oui. le Bénin a occupé une fois au moins la première place en Afrique en matière de classement RSF. En Afrique. En Afrique. Oui, c'est fort probable parce que la presse béninoise a quand même à une certaine période fait des prouesses. Donc c'est fort probable. Si c'est le cas, qu'est-ce qui a pu être pour qu'on en soit là aujourd'hui? On a évoqué un certain nombre d'éléments. Et au-delà de ça, je voudrais revenir sur un autre aspect, oui, qui est quand les gens disent que la presse est aux mains des acteurs politiques et tout, pour moi, fondamentalement... Pas la presse, la HAC, oui, la HAC. Bon, il y a certains qui pensent que la presse aujourd'hui, la presse peut être embrigadée par les hommes politiques. La presse peut être télécommandée par les hommes politiques. La presse peut être financée par les hommes politiques. La presse peut être financée par les hommes politiques. Ça, ce n'est pas fondamentalement un problème. D'ailleurs, la question des lignes éditoriales est une question qui se pose en journalisme. Donc, il y a des organes, quand vous allez en France, il y a des organes, quand vous évoquez leur nom, vous savez leur bord. Mais ça ne leur empêche pas de faire leur travail en toute objectivité. Donc, vous pouvez avoir un camp, une position, mais faire votre travail. Ce n'est pas parce que vous êtes au service, je suppose, de l'opposition que vous ne faites pas votre métier de journaliste. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le camp de la mouvance, votre ligne éditoriale est orientée dans le camp de la mouvance présidentielle que vous ne faites pas un travail professionnel. Il faudrait que les gens arrivent à faire la part des choses. Un journal peut être bien de la mouvance et faire son travail en toute objectivité. Ça n'empêche absolument rien du tout. Revenons maintenant à la question des élections à la HAC. Le confrère a soulevé un problème très majeur. Voyez, que peuvent faire aujourd'hui ceux que nous envoyons à la HAC? Quand nous voyons les tests qui régissent aujourd'hui la HAC, c'est des tests désuets qui sont dépassés. Tant que la HAC ne serait pas réformée, et que nous continuerons pas à avoir la même nomenclature, c'est que rien ne va bouger. Rien ne va bouger. On va les envoyer. Il a si bien dit, on va les envoyer parce que ils seront au frais et ils vont revenir. On ira les voir, on va crier, tel conseiller ne nous fait rien, tel conseiller, qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans cet engrenage-là? Dans ce méli-mélo-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien. Il va dire, j'entends, il va faire un plaidoyer. Mais s'il fait un plaidoyer au cours d'une commission où il est lui-même cisaillé, ces décisions ne sont pas prises en compte, qu'est-ce qu'il peut faire? Et parfois, ils ne sont pas associés à des questions fondamentales du métier. Par exemple, la carte de presse, je ne travaille aucun secret. Il y a même des conseillers de la presse écrite qui maîtrisent les réalités de la presse écrite. Il n'a pas été associé au truc là, au comité de carte de presse. Et donc, je pense que c'est des problèmes qui se posent. Et donc, tant que, comme il a dit, la HAC le fonctionnement sera ainsi, on n'aura rien de ces conseillers. En tout cas, on va les envoyer, ils seront aux frais de l'État. Et l'autre problème que vous n'avez pas évoqué, c'est l'utilité de la carte de presse. La carte de presse au Bénin, absolument. Ne vous sert que quand vous êtes devant le juge et on vous demande si vous êtes journaliste. Mais c'est curieux au Bénin. Au Bénin, les tests sont suffisamment clairs et ont fixé les avantages, n'est-ce pas, donc qui sont liés à la carte de presse. Tellement d'avantages. Tellement d'avantages. Mais chose que... Oui, un décret pour ça. Mais personne n'en parle, malgré tous les lobbies qui se font aujourd'hui. Au niveau des fêtières. Des aînés le comité de facilitation de la carte de presse. Je n'irai pas le doigt Michel Aono, à qui on fait un clin d'œil. Un clin d'œil, parce qu'il fait un travail assez remarquable.
travail titanesque. Un travail titanesque. Aujourd'hui, les avantages sont là, mais personne ne veut nous les concéder. On est obligé de faire le salamage, de demander. C'est extrêmement dangereux. Un journaliste qui n'a pas la capacité ou la facilité d'aller se faire soigner dans un hôpital, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et on a plein de confrères qui sont morts dans des situations tragiques parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est ça, je l'ai rappelé. Oui, le misérabilisme, il est ambiant. C'est extrêmement grave. Donc vous êtes obligé de nouer des acquaintances avec des acteurs politiques et ils aiment ça. Ils aiment que vous soyez là en train de demander de l'argent, derrière eux, en train d'aller les voir à la maison, les week-ends pour dire je suis là. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a des confrères qui l'ont fait et qui m'en parlent. Ah, je suis là, monsieur le député, monsieur le ministre, et on te donne un petit 100 000, un petit 50 000. Non, c'est pas ça. En fait, il faut quand même que le blason du métier soit redoré, que ces acteurs politiques, ministres, députés, conseillers, et, enfin, tout le gratin de la classe politique béninoise puissent comprendre que les journalistes sont importants dans ce pays parce qu'ils ont besoin de nous, quoi qu'on dise. Les enjeux ne sont pas loin, 2026 n'est pas loin. Ils vont nous solliciter. C'est vrai qu'ils payent les prestations, mais au-delà de ça, il y a quand même que le métier est là et on a besoin d'une démocratie qui fonctionne également. Pour que la démocratie soit fonctionnelle, soit ce qu'elle doit être, il faut quand même que la presse joue son rôle comme ça. Il faut que la presse joue son rôle convenablement. Et la presse ne pas jouer, c'est un tout en fait. Les moyens. La gestion. Est-ce que la presse joue son rôle actuellement? Non, on peut dire, si tu me le permets. Oui, allez-y, allez-y. Je pense que pour la situation que nous vivons, la situation économique, j'allais dire presque catastrophique que nous vivons, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Depuis un certain nombre d'années, les organes de presse traversent un désert. Il faut être dans les organes de presse pour vivre, pour savoir ce que nous vivons. Il y a des patrons de presse qui peinent même à payer le salaire. Mais ce n'est pas de sa faute, parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires qui entrent dans la maison. Mais malgré ces conditions exécrables, il y a quand même un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Il l'a évoqué tout à l'heure. Il y a quand même encore des journalistes consciencieux. Est-ce que vous avez envie de savoir ce que pensent les téléspectateurs sur les plateformes? Mais avant... les Béninois sur les plateformes, il ne nous reste que 2 minutes, 3 quarts. Mais avant, je ne refuse pas, mais avant, je tiens à dire qu'il y a une certaine presse dans ce pays qui fait encore son travail comme ça, cela se doit, au-delà des pressions que nous recevons, des chocs, on va dire ça comme ça, des difficultés. Il y a encore des journaux qui tiennent, il y a encore des médias qui tiennent, et je crois que c'est le moment de féliciter ces confrères qui travaillent dans ces médias, qui parfois ne reçoivent pas de salaire, qui ont des arriérés de salaire, mais qui continuent de croire. C'est pourquoi j'ai demandé à l'entame, enfin, avant que l'émission commence, j'ai demandé à mon confrère s'il est journaliste ou bien il est journaliste vendeur d'essence au bord de la voie, ou bien journaliste tenancier d'une cabine. Pour joindre d'automobile. Pour joindre les deux bouts. Ou bien qu'il est journaliste, ou bien il gère une petite ferme à côté. Parce qu'il y en a, aujourd'hui, il y a certains patrons de presse pour pouvoir payer les journalistes comme cela, ont dû créer des fermes pour des fermes dans leur village pour pouvoir quand même essayer de tirer des ressources de là-bas pour pouvoir payer les confessions. Je pense que c'est un tout, la liberté de presse. C'est des situations qu'il faut corriger. Il faut corriger. C'est des situations qu'il faut corriger. Je le dis, ça va paraître un peu utopique. Le seul qui peut aider à corriger ces situations, c'est encore le chef de l'État. C'est lui qui est le père de la nation. À tout hasard, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 10. Je veux voir les positions pour dire l'avis des internautes par rapport à ce au regard qu'ils portent aujourd'hui sur la presse béninoise. Entre 1 et 10, quel chiffre vous donnez? 6. 6. Alors, en 6e position, nous avons Constantin. Constantin, il s'appelle Constantin. On lui a demandé quel regard il porte sur la presse. Il dit, pouf, il y a longtemps, moi je me dis qu'il n'y a plus de presse au Bénin. Quel chiffre vous donnez? 3. Alors, en position 3 des commentaires, nous avons Dedewanou Benondiou Charles, presse figurante. Daniel Dessouyovo, est-ce que nous avons même de presse au Bénin? Sinon, à ce que je sache, c'est à Ouliwo. Et Segblenou, nous avons chez nous, je ne sais pas ce qu'on appelle Segblenou. Ça vous donne une idée ça,
C'est un regard. C'est un regard. C'est un regard. Le regard. Mais Et, il y a une presse et je me permets de choisir un autre commentaire, moi-même, poli, de Saud Steven, qui dit « Regard de clochardisation et de mendicité et des fonds de manipulation ». Voilà. Bon, je crois que... Votre mot de fin? Mot de la fin, la démocratie, comme le dit un aphorisme anglo-saxon, c'est un jardin anglais, il faut l'avoir planté il y a 1000 ans et l'arroser tous les jours. Et donc, quand vous suivez cet aphorisme, aucune nation du monde ne peut se prévaloir être une nation démocratique. Pour être une nation démocratique, il faut arroser la démocratie. Et la démocratie a besoin des jardiniers pour l'arroser. Et je pense que la presse également constitue un jardinier pour pouvoir arroser cette démocratie-là. Et donc, il faut quand même que les uns et les autres puissent permettre à la presse de jouer son rôle convenablement pour que nous soyons fiers des journalistes, qu'on ne soit pas journalistes et être encore des exploitants agricoles, qu'on ne soit pas des journalistes et être en même temps des vendeurs d'essence au bord des routes, qu'on soit journaliste. Parce que la carte de presse, avant de l'avoir, c'est que vous devez justifier que vous tirez l'entièreté de vos ressources de ce métier-là. Et donc, je me demande s'il y a des confrères qui tirent encore l'entièreté de leurs ressources de ce métier. On veut arriver à cet idéal-là, que l'entièreté de nos ressources soit tirée du métier. Merci. On souhaite que vous veniez plus souvent sur ce plateau. Ça va dépendre du temps et des exigences aussi. Mais je vais essayer du temps comme et je ça peux. Ça dépendra de vos accointances avec le matinal. Non, le matinal, je porte le gilet, le matinal, je suis journaliste à le matinal. Merci, c'est juste pour vous saluer, c'est le Kossou. Oui, Stanislas. Oui, Stéphane. Stéphane. Oui, donc je pense que les internautes n'ont pas été du tout tendres envers la presse. Je n'ai pas tout lu, sinon vous aurez pu tomber en syncope ici. Non, je pense que c'est vrai, on l'a dit, on a été sincère et honnête sur ce plateau. Il y a des problèmes, on l'a reconnu, mais il faut avouer qu'il y a encore une certaine presse au Bénin qui fait son travail en toute objectivité, en toute transparence, sans aucune pression. Et c'est le lieu de saluer ces journalistes-là, ces presses-là, qui continuent de faire leur travail. Je veux finir pour dire qu'il faut que les journalistes béninois, les patrons de presse, qu'ensemble nous puissions faire notre travail tel que cela se doit, pour que nous ne soyons pas de plus en plus restreints dans nos libertés, dans l'exercice de notre profession. Notre souhait, c'est que nous soyons des journalistes dignes, des journalistes respectés, des journalistes acceptés, des journalistes respectés dans notre nation, pour ce que nous faisons, pour ce que nous apportons et pour l'image que nous laissons de notre pays à l'échelle internationale. Nous méritons ce respect de tout le monde dans la nation. Stéphane Arinou-Khossou, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous êtes un éminent journaliste. Merci. La modestie ne vous étouffe. Vous êtes analyste politique, rédacteur en chef L'Autre Vision. Puisque vous ne finissez jamais vos propos sans citer comment vous dites sans citer un auteur. Moi-même, je vais citer un auteur pour clôturer cette émission. Comme l'a dit Voltaire, chacun cultive son jardin. C'est pour donc dire qu'il faut laisser de côté les problèmes métaphysiques et s'occuper véritablement de ce que l'on peut résoudre. Alors, mesdames, messieurs, c'est sur cette phrase, cette citation de Voltaire que nous mettons un terme à cette émission. Il va falloir que nous nettoyons la maison et que nous lavons notre linge sale en famille. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Merci également à toute la réalisation et merci à mes analystes politiques pour la franchise. Bonne fête de la liberté de presse. Bon week-end à toutes et à tous. Il était à la réalisation Marcel Yedo, occupé, accompagné de toute l'équipe de son, Gérard, bien sûr, Emmanuel, Alain, voilà, à la diffusion, Matéto Inser, Modeste Koundekondi, c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les plateformes. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. Bonne suite de nos programmes et bon week-end.